Vous allez assister à la première masterclass proposée par Interlude Santé. Aujourd'hui, ça concerne le SEO. Quand je parle de niveau débutant, vous allez voir, on va faire une approche assez vulgarisée du SEO pour une compréhension générale des trois piliers fondamentaux du SEO. Et par la suite, en fait, dans un mois, le mardi 27 mai, on va faire une autre masterclass concernant le SEO également, mais niveau plus avancé. Donc là, ça permet aux premières personnes de faire une approche du SEO avant de pouvoir avancer vraiment sur une stratégie un peu plus poussée. Donc voilà l'idée de cette masterclass. Je vais peut-être me présenter rapidement. Donc j'ai intégré Interlude Santé il y a un mois, il y a tout juste un mois. Comme responsable marketing stratégie digitale. Donc moi ça fait 10 ans que je travaille dans le marketing digital. J'ai notamment géré des programmes d'affiliation pour des clients comme La Redoute, également des campagnes display pour ING Direct, etc. Plutôt du multisecteur. Le secteur de la santé, c'est un peu nouveau. Mais je suis épaulée par Nathalie qui bosse dans le milieu depuis 16 ans, c'est un bon complément. Depuis 4 ans, je me suis spécialisée sur toute la partie référencement, que ce soit référencement naturel et référencement payant, pardon, mais notamment la partie SEO. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer notre métier au quotidien sur la partie SEO. Vous verrez, c'est très très riche et très intéressant. J'espère que vous allez vous régaler avec cette première masterclass. Au niveau du SEO, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez trois piliers principaux, le technique, le contenu et le netlinking. Donc ça, il faut bien prendre ça en compte parce que généralement, quand on parle de SEO, on va principalement penser au contenu. En revanche, le SEO, quand on met en place une stratégie globale, c'est vraiment ces trois piliers qu'on doit mettre en place et c'est ces trois piliers qu'on doit travailler régulièrement tous les mois pour en tout cas espérer atteindre des résultats plus rapidement. En revanche, évidemment, quand on fait de l'accompagnement auprès de nos clients, on a aussi des contraintes en ressources humaines et ressources financières. Donc, on va prioriser certains piliers. Mais dans l'idée, pour une bonne stratégie, il faut vraiment voir l'ensemble des trois piliers, donc technique, contenu et netlinking. Une introduction vraiment rapide, le SEO, qu'est-ce que c'est? Donc, les acronymes, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc, c'est du référencement naturel. Vous allez aussi entendre parler de référencement organique. Donc, c'est tout simplement, en fait, un levier qui va permettre d'optimiser votre site Internet pour que il apparaisse, en fait, dans les premiers résultats du moteur de recherche. Donc, vraiment très simple. Pourquoi ce levier est très très important à travailler et qui doit être mis en place en fait assez rapidement, même avant la création d'un site internet, vous devez déjà réfléchir à cette stratégie SEO. Mais une fois lancé le site internet, il faut vraiment mettre ça en place très très rapidement. Et pourquoi c'est crucial? Parce que vous avez en fait tout simplement 92% des personnes qui font leurs recherches sur les moteurs de recherche. Et notamment, là vous allez voir, je vais vraiment faire un focus sur Google parce que c'est en fait celui qui domine le marché euh, sur la partie moteur de recherche. Mais voilà, vous avez d'autres moteurs de recherche, mais en tout cas aujourd'hui c'est vraiment Google qui domine. Donc, étant donné que vous avez 92% des personnes qui font des recherches sur les moteurs de recherche, si vous travaillez pas ce levier, vous vous enlevez tout simplement une audience potentielle. Voilà. Ensuite, comment ça fonctionne? Là, je vous ai mis un exemple. Prise de rendez-vous cardiologie Lille. Là, vous avez donc les premiers sites qui apparaissent. Ce que vous pouvez avoir également, c'est ici au-dessus Doctolib, quand vous avez ce qu'on appelle le SIA, qui est en fait le référencement payant, vous allez avoir d'abord ces requêtes qui vont apparaître et ensuite vous allez avoir toutes les requêtes naturelles qui vont apparaître en dessous. Donc en fait, comment ça se passe? Les bots, ce qu'on appelle les bots, donc les robots de Google, vont scanner l'intégralité des pages sur Internet et ils vont lister et classer ces sites Internet par rapport à des critères. Donc Google, de manière générale, en fait, vous avez à peu près 200 critères, voilà, ce qui est énorme. Et il va en fait scanner votre site Internet et il va les classer en fonction de ces critères. Bon, franchement, il y en a énormément, on les connaît pas tous, mais ce qu'il
qu'il faut vous dire, pardon, en priorité, en fait. Google va classer votre site internet par rapport à la pertinence de votre contenu. Donc, il faut du contenu qualitatif, du contenu authentique, du contenu de qualité, donc. Ensuite, il va également classer votre site internet par rapport à la qualité technique de votre site, par rapport à la popularité de votre site internet et enfin aussi par rapport à l'expérience utilisateur. Donc ça, il faut retenir ces 4 points qui sont aujourd'hui les points les plus essentiels quand on met en place une stratégie sur le SEO. Donc voilà en introduction pour la notion de référencement naturel. Ensuite, au niveau des piliers, ce qui est très très important, c'est la partie technique. Donc la partie technique, ce qu'il faut retenir également, c'est la rapidité de votre site internet. Puisqu'en fait, je pense que vous, même quand vous faites l'expérience, vous vous connectez sur un site, si au bout de 3 secondes, franchement, si la page ne s'affiche pas, on part. Donc ça, ça fait quand même voilà ce qu'on appelle le temps de rebond. Moi, je vais pas rentrer dans le détail, mais si un site s'affiche pas, si une page s'affiche pas rapidement, généralement, l'internaute ne reste pas. Et c'est assez déceptif, donc il repart. Donc ça, déjà, c'est des mauvais signaux pour Google. Ensuite, vous avez également tout ce qui est structure. Donc la structure et la structure de vos URL, le nommage des URL est très importante. Donc c'est pour ça que même avant de créer votre site internet, en fait, de réfléchir à l'arborescence, à la structure de votre site, à la façon de nommer vos URL, ça va être très très important parce que c'est aussi une façon pour Google de lire votre site internet. Et enfin, le site, il doit être facilement navigable, évidemment, voilà, qu'on comprenne facilement d'une page à l'autre, comment passer d'une page à l'autre, que le parcours utilisateur soit clair, que l'offre soit claire. Donc ça, c'est la partie technique. Donc pour vérifier si votre partie technique est, si vous voulez faire un premier, on va dire un premier jet pour savoir si la technique si la partie pardon technique de votre site est bonne, vous avez un outil qui s'appelle PageSpeed WebDev. Donc ça c'est vraiment pas mal, même si on n'est pas super calé sur la partie technique. En fait, vous allez sur cet outil-là. Et je vais revenir sur la présentation. Je vais laisser le site internet WebDev, voilà, se charger. Puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, vous avez la capture d'écran sur un site donc comme Pétillante. Là, vous voyez en fait, vous avez la partie mobile et la partie desktop, et vous avez une note en fait de 0 à 100. Et donc l'idée, c'est d'être au-dessus de 90. Donc là, par exemple, au niveau performance, c'est OK. Au niveau accessibilité, bon, on est presque OK, on est à 86 sur 90, mais voilà, dans l'idée, on est plutôt OK. Les bonnes pratiques sont bien mises en place et le SEO est à 100%. Donc vous pouvez facilement, voilà, si vous avez un site là aujourd'hui, vous rentrez votre site dans cet outil et vous allez avoir déjà une notation pour savoir si votre site est plutôt rapide, est-ce qu'il est bien accessible, est-ce que le SEO et les bonnes pratiques sont bien mis en place sur la partie desktop et également sur la partie mobile. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet outil, vous allez voir, donc là, normalement, ça m'a affiché. Est-ce que vous voyez bien là mon écran ou vous êtes encore sur le... Non, vous voyez plus l'écran? Ah, hop, c'est pas grave. Du coup, je vais vous expliquer en live, c'est pas grave. Je peux pas afficher l'autre écran sur le web dev, mais en gros, en fait, ce que vous allez avoir, c'est un diagnostic, voilà, de tous les soucis techniques aujourd'hui sur votre site internet. Par exemple, les images sont trop lourdes, il faut les compresser. Le JavaScript, il faut l'alléger. Le langage CSS, enfin, ça, c'est vraiment des termes plutôt développeurs et techniques. Mais vous inquiétez pas, franchement, cet outil-là, il est vraiment bien. Il va vous sortir un listing donc de soucis techniques. Et idéalement, ce serait d'avoir un développeur qui travaille avec vous. Et donc, vous pouvez lui transmettre les erreurs techniques à corriger. Donc ça, c'est un premier outil vraiment sympa déjà pour avoir une idée de la qualité technique de votre site Internet. Donc, dans les bonnes pratiques, là, je vous en ai listé quelques-unes. Donc, avoir un bon serveur,
Pourquoi en fait c'est important d'avoir un bon serveur? Parce que par exemple, si vous avez, je dis n'importe quoi, des milliers de pages, sur votre site internet, il faut que votre serveur soit assez bon pour pouvoir, supporter le poids, du site et également, par exemple, vous avez, je sais pas là 10 000 personnes qui vont se connecter sur votre site internet, bah, si, votre serveur sature à ce moment-là, la personne arrive, la page, le site internet s'affiche pas, bah, pareil, c'est assez déceptif. Donc, un bon serveur bah, c'est important quand même de choisir votre hébergement. Ensuite, tout ce qui est optimisation des images, ça c'est très important aussi parce que vous allez intégrer en fait des images au fur et à mesure sur votre site internet. Et dans l'idée, tout ce que vous pouvez faire au démarrage, c'est mieux de le faire tout de suite. Parce qu'après, si vous faut reprendre, enfin voilà, toutes vos images, le nommage des images, compresser vos images, enfin, c'est toujours plus pénible de reprendre un projet que de bien le commencer dès le démarrage. Donc, au fur et à mesure que vous intégrez vos images, pensez bien à les compresser. Donc, pareil, vous avez des plugins en fait qui servent à ça. Par exemple, pour compresser les images, vous avez ce qu'on appelle Imagify. Magify, c'est un plugin qui vous permet de facilement compresser vos images. Ensuite, ce qui est également important pour la partie technique, c'est de limiter tout ce qui est installation d'extensions, de plugins sur votre site. En fait, en gros, par moment, on retrouve en fait des clients qui vont installer plein d'extensions sur leur site parce que c'est super, on va pouvoir faire ça avec ce plugin, etc. Mais du coup, ça va alourdir votre site. Donc, généralement, réfléchissez un plugin, un objectif. Si vous avez un plugin pour le SEO, par exemple Rank Math SEO, qui est un très très bon plugin pour optimiser votre SEO sur votre site internet, bah, c'est pas la peine d'installer Yoast, c'est pas la peine d'installer d'autres plugins. Voilà, il vaut mieux avoir un plugin, un objectif. Parce que plus vous allez mettre de plugins, bah forcément pareil, plus votre site sera lourd et donc plus il prendra du temps à se charger. Donc ça c'est important également. Ensuite, la gestion des URL, ce que je vous ai expliqué, la structure de vos URL est très importante également. Par exemple, ce qu'on retrouve aussi parfois dans les audits techniques, c'est ce qu'on appelle des liens cassés. Donc en fait, les liens cassés, c'est par exemple, j'ai créé une URL et puis ben je me rends compte bon bah j'ai besoin de changer le nom de l'URL, je la change. Sauf que si vous avez fait des redirections avec l'ancienne URL sur d'autres pages, vous allez créer en fait des liens cassés. Donc en fait, il faut à ce moment-là, vous pouvez changer le nom d'une URL, mais il faut bien penser à faire tout ce qu'on appelle redirection pour éviter justement ces liens cassés qui sont en fait des pénalités sur Google. Donc pour faire des redirections, pareil, vous avez des plugins qui vous permettent de rediriger vos nouvelles URL. Donc généralement, vous avez deux types de redirection, une redirection qu'on appelle 301. Donc ça, c'est une redirection de votre URL vers une nouvelle page, une URL permanente. Donc là, vous faites une redirection permanente. C'est-à-dire que votre ancienne URL n'existe plus et vous la renvoyez sur une nouvelle URL et c'est cette nouvelle URL sur laquelle on veut envoyer le jus SEO. Et après, vous avez également la redirection 302. Donc ça, c'est une redirection éphémère, temporaire. Donc on dit à Google, en fait, cette URL, de façon temporaire, elle va être redirigée sur celle-là. Donc le jus SEO va pas forcément être renvoyé sur cette nouvelle URL, mais temporairement, c'est sur cette page-là que vous voulez renvoyer les gens. Donc comme ça évite les liens cassés. Donc les liens cassés, généralement, c'est ce qu'on voit, vous savez, erreur 404, parce qu'on a oublié justement de faire ces redirections. Donc ça, c'est des pénalités. Donc quand vous changez vos URL, pensez bien à faire tout ce système aussi de redirection. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté, excusez-moi, je vais juste... Pardon? Qui c'est qui s'est connecté? Ah, pardon. Voilà, Nathalie qui s'est connectée. Euh, ensuite, pardon, les mises à jour, ça aussi c'est important. Donc, une fois par mois, c'est ce que je recommande. Vous allez sur votre back office et vous allez faire des mises à jour sur vos extensions, les plugins. Enfin, ça c'est important aussi parce que plus vous allez laisser traîner en fait les mises à jour, bah, plus ce sera bah, enfin vos pages elles vont avoir du mal à se charger, etc. Les mises à jour ne seront pas faites, donc ça aussi ça peut être pénalisant pour Google. Ensuite, ça, c'est une notion très très importante, la sitemap et le robot TXT. Tout simplement, de façon très simple, la sitemap, c'est le mapping de votre site internet. C'est toutes les pages importantes qui figurent sur votre site internet. Vous allez en fait dans votre sitemap l'identifier
pour que les robots de Google, quand ils arrivent sur votre site internet, ils lisent la sitemap et ils comprennent en fait les pages les plus importantes du site qu'ils doivent aller scroller. Donc ça, c'est la sitemap. Ensuite, le robot texté, ce sont des consignes que vous allez donner à Google en fait pour lui dire OK, voilà la sitemap, voilà les pages principales, les pages les plus importantes de mon site internet. Il faut que tu ailles scroller sur ces pages. En revanche, le robot texté va te dire ne va pas sur ces pages-là, ce sont les mentions légales, ce sont des pages confidentielles ou moins importantes. Donc en fait, étant donné nous, on veut optimiser aussi le temps de consultation des robots sur notre site internet, il faut absolument qu'on lui dise, en fait, qu'on lui donne la notice pour aller voir les pages les plus importantes et pour éviter de perdre son temps sur les pages qui sont pas importantes. Donc ça permet aussi d'optimiser en fait le temps de Google votre site internet. Parce qu'évidemment, Google il scanne tellement de sites qu'il vaut mieux qu'ils comprennent tout de suite quelles sont les pages les plus importantes en termes de SEO sur votre site. Ensuite également, quand vous créez du contenu, donc vous créez du contenu, super, vous avez l'impression que le travail était bien fait, et là en fait les pages n'apparaissent pas sur Google. Donc ça, il faut bien aussi les indexer. Donc là, vous avez des outils, le principal outil, c'est la Google Search Console, qui va vous permettre en fait, par exemple, moi ce que je fais, je crée du contenu, soit tout de suite derrière, je vais l'indexer manuellement sur la Google Search Console. Donc je vais forcer en fait Google à tout de suite analyser ma page. Après, vous pouvez faire ça le lendemain, enfin peu importe, mais il faut vérifier que votre page soit bien sur Google. C'est dommage d'avoir fait un super contenu optimisé et que finalement on se rend compte que la page est pas indexée. Et enfin, il y a aussi une notion importante, c'est tout ce qui est gestion du cache. Donc ça, pareil, vous avez des plugins pour gérer votre cache sur votre site internet. Le plus connu, enfin un qu'on utilise en tout cas, c'est WP Rocket. Et ça, pareil, ça permet d'optimiser le SEO de votre site. En fait, ça permet de stocker les versions rapides de votre site internet. Du coup, les pages, en fait, vont se charger plus rapidement. Donc, ça augmente l'expérience utilisateur et donc, ça permet d'avoir un meilleur SEO. Donc voilà les bonnes pratiques, en tout cas sur la partie technique. Hop. Ensuite, donc voilà, les questions à vous poser avant de vous lancer sur une stratégie SEO, c'est est-ce que mon site est rapide? Donc ça, c'est hyper important parce que comme je vous dis, au bout de 3 secondes, l'internaute s'en va. Est-ce qu'il est facilement accessible? Donc que ce soit sur le mobile ou le desktop. Est-ce que ma structure est claire? Est-ce que l'arborescence de mon site, voilà, la structure de mes URL est claire? Et est-ce que j'ai un bon serveur aussi pour supporter le poids de mon site? Donc voilà, voilà, il y a plein de notions qu'on a vues sur la partie technique, mais finalement, voilà, si vous vous posez ces questions et que vous arrivez à répondre positivement à toutes les questions, c'est déjà bon signe. Ensuite, une partie super intéressante du SEO, c'est la partie contenu. Donc une fois qu'on a voilà, on a fait en sorte d'avoir voilà un site techniquement bon, on va s'attaquer au contenu. Donc le contenu en fait, c'est tous les mots-clés qui sont sur votre site internet. Donc vous avez toutes les pages piliers de votre site, la page d'accueil, les pages services, etc. Mais vous avez aussi les pages catégories, vos articles de blog. Enfin, c'est vraiment tous les mots-clés qu'on va trouver sur le site. Et avant de se lancer en fait dans une stratégie SEO, le plus important, c'est de faire un audit sémantique. Par exemple, pour vraiment une petite anecdote, si nous on a des clients en fait qui nous sollicitent et puis qui nous disent ah ben on a eu des tarifs assez différents d'une agence à l'autre. Voilà un consultant nous a proposé de faire une stratégie SEO, paf on se lance. Je lui demande ok qu'est-ce qu'il y a dans votre dans la proposition de la personne. Il n'y a pas d'audit sémantique. Bah déjà là, vous pouvez vous dire qu'il y a une grosse faille parce que l'agence ou le consultant qui va vous proposer un accompagnement sans passer par un audit sémantique, c'est impossible. Parce que la partie audit sémantique, en fait, c'est le socle de la stratégie SEO qui va vous permettre, en fait, de mettre en place toute la stratégie derrière et de suivre après les statistiques, etc. Et en plus, c'est la partie la plus intéressante aussi au niveau business. Donc, il faut obligatoirement passer par un audit sémantique. Et vous allez voir, ça, enfin, moi, c'est une partie qui me passionne. Du coup, c'est ce que je vais proposer d'ailleurs dans la masterclass du mardi 27 mai.
donc la prochaine masterclass du SEO niveau avancé, où là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet et je vais vous montrer un audit sémantique, comment s'articule un audit sémantique et comment derrière, on établit notre stratégie SEO après cet audit. Donc, en gros, dans cet audit sémantique, vous allez scanner toutes les pages de votre site internet et donc ça va sortir un document où vous allez retrouver 4 données principales. Vous allez trouver donc votre mot-clé, le nombre de requêtes par mois sur ce mot-clé, le KD, donc Keyword Difficulty, c'est-à-dire la difficulté face à la concurrence. Et vous allez donc voir le positionnement actuel sur ce mot-clé-là et l'URL de la page qui référence votre mot-clé. Donc voilà, c'est des données super riches et super intéressantes. En plus d'avoir une vue en fait sur le positionnement de votre site, ce qui est intéressant dans cet audit sémantique, c'est qu'on fait aussi le positionnement de vos concurrents. Donc on va prendre 4 à 5 concurrents maximum, c'est déjà assez pour travailler. Et on va faire la même chose. On va sortir leur positionnement. Et de là, on va croiser en fait votre positionnement actuel, le positionnement de vos concurrents. Et là, ça va vous permettre de vous dire, ah top, ici, je suis déjà positionné avec cette page-là. Il suffit que je la mette à jour, je l'enrichisse un peu, tac, tac, pour augmenter. Ah tiens, mon concurrent est sur ce mot-clé-là, c'est un mot-clé intéressant pour mon business. Bah, je vais aller le chercher aussi, etc. Donc ça, cet audit sémantique, il est vraiment ultra stratégique pour croiser voilà ce type de données et établir votre stratégie, votre planning éditorial. Donc comment on choisit ces mots-clés? Donc on sort l'audit sémantique et on choisit au niveau de la pertinence du mot-clé. En fait, on le choisit par rapport à notre business, évidemment, par rapport à vos objectifs et vos priorités. Vous allez voir que ça, c'est une étape quand même importante, savoir qu'est-ce qui est intéressant pour votre business, quel service vous voulez mettre en avant. Et il y a une étape assez importante, mais que les clients n'aiment pas beaucoup, quand il faut prioriser. Donc, on peut pas tout faire tout de suite parce que le SEO, c'est vraiment un gros chantier avec beaucoup de petites actions à faire. Donc, il faut prioriser. Et comment on priorise? On priorise par rapport à nos objectifs. Et ensuite, comment on choisit aussi nos mots-clés? Donc, on choisit aussi par rapport aux requêtes que les internautes vont taper par mois. Alors, je vais m'expliquer. Par exemple, vous avez sur un mot-clé 1000 requêtes par mois. Vous allez vous dire, waouh, super, il y a énormément de gens qui recherchent ça. Bah, je vais peut-être aller me positionner sur ce mot-clé-là. Il y a du volume. Ok, il y a du volume, mais en face, il y a déjà de grosses entreprises qui sont positionnées sur ce mot-clé. Bah, là, vous allez peut-être prendre un peu plus de temps pour vous positionner parce qu'il y a déjà des grosses entreprises qui sont dessus. Et donc, la stratégie SEO, elle va être un peu plus longue, on va dire, pour apporter des résultats. Donc ça, c'est un exemple. Vous allez avoir un autre mot-clé où là, on va se dire, il y a 50 requêtes, allez, 50, 100 requêtes par mois. Et vous avez l'impression que c'est pas énorme. Mais en fait, c'est peut-être intéressant pour vous d'aller chercher toutes ces petites requêtes. Voilà, 20 requêtes par mois, 50 requêtes par mois et de travailler ces mots-clés. Pourquoi? Parce qu'en face, déjà, soit c'est un marché de niche, vous allez vous dire, c'est pas grave, il y a peu de monde, mais ça va être qualitatif d'aller sur ce mot-clé-là. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de concurrents en fait qui sont sur ce mot-clé-là. Donc parfois, c'est pour ça il n'y a pas de stratégie SEO vraiment véridique. Il faut suivre tous les mois et puis voir comment ça évolue et réadapter votre stratégie. Mais par moment, ça peut être plus intéressant d'aller chercher ces mots-clés-là, d'aller vous positionner sur ces mots-clés-là. Et petit à petit, vous allez arriver en fait à gratter voilà un mot-clé, deux mots-clés, trois mots-clés. Et au final, vous allez, aux yeux de Google, en fait, vous positionner comme un expert sur ce mot-clé-là, sur cette thématique-là. Et ça va être beaucoup plus facile à monter en position que d'aller chercher tout de suite le gros volume. Donc voilà, cette réflexion-là, il faut vraiment l'avoir par rapport à, encore une fois, à votre business, à vos objectifs. Mais par moment, c'est aussi intéressant d'aller chercher des petits volumes. Donc voilà pour la partie audit sémantique. Donc, une fois que vous avez l'audit sémantique, vous avez réfléchi à la pertinence de vos mots-clés, vous avez priorisé vos mots-clés. Donc ça, c'est vraiment très important. Je le répète toujours parce que généralement, on fait l'audit et puis on se rend compte qu'il y a des centaines, voire des milliers de mots-clés intéressants. On ne peut pas aller tous les travailler, évidemment, puisque généralement, comment ça marche? Vous trouvez un mot-clé intéressant, vous allez créer ce qu'on appelle un batch de contenu. Donc, un batch de contenu, c'est un lot.
c'est un mot anglais en fait pour dire un lot de contenu autour de ce mot-clé. Donc, j'identifie un mot-clé, je le mets dans mon fichier. Voilà, ça c'est un mot-clé important que je veux aller chercher. Et derrière, je vais faire un batch, donc un lot de 20 contenus, par exemple. Je dis 20, mais ça peut être, si on est sur un marché de niche, ça peut être 10. Enfin, on peut avoir des résultats très rapidement. Mais voilà, idéalement, une vingtaine de contenus. Après, quand c'est hyper concurrentiel, bah, ça va être une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de contenus autour de ce mot-clé-là. Et donc là, on va travailler uniquement sur ce mot-clé-là, puis on va le faire monter petit à petit. Alors que si vous choisissez tout de suite voilà, sur 50 mots-clés, bah, vous allez vous amuser à faire un article sur ça, un article sur ça. Bah, finalement, vous allez monter assez lentement sur ces mots-clés. Donc, c'est pour ça que prioriser les mots-clés, vos services, ce que vous voulez mettre en avant en priorité, c'est important. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc l'étude sémantique, on a priorisé nos mots-clés, là, on va établir notre planning éditorial. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer de créer un maximum de contenu, donc de trouver tous les sujets qui peuvent tourner autour de cette thématique. Donc voilà, vous balayez tous les sujets que vous voulez aborder autour de cette thématique et vous écrivez dessus. Et encore une fois, hier, on faisait une petite réunion avec l'équipe en interne et on discutait de ce sujet. En fait, il faut pas vous dire, ah, mais ça fait 50 fois que j'ai parlé du même sujet. Ben, en fait, c'est pas grave parce que nous, on produit le contenu, on le lit tous les jours. Donc, des fois, on se dit, putain, pardon, j'ai déjà parlé de ce sujet. Limite, voilà, ça me gave. Je me répète. Je me répète, voilà. Mais en fait, c'est ça que Google veut. Google veut s'assurer qu'il pousse bien en fait un site internet qui est expert, qui est référent de ce domaine. Donc plus vous allez avoir du contenu qualitatif sur un sujet, plus il va se dire tiens, lui je vais le pousser au niveau des requêtes des internautes parce qu'il est expert dans son domaine. Donc effectivement, quand on travaille pour une marque parce que ça va vous arriver, voilà. Toi, Binta, qui est dans la com, Justine, pareil. Vous allez peut-être travailler pour une marque et vous allez vous dire, bah mince, ça fait un an que je fais du SEO pour la marque, j'ai fait voilà 100 contenus sur trois sujets, mais c'est pas grave. Voilà, il faut se vraiment constituer comme un expert du domaine. Donc, voilà, il faut pas voir nous en fait comment on voit les choses, mais plutôt quel est notre objectif derrière pour Google et pour nos lecteurs. Et ensuite, une fois que vous avez donc établi ce planning éditorial, vous allez créer du contenu optimisé. Donc, quand je dis création du contenu optimisé, c'est que en fait, il y a des règles à respecter quand on écrit. Déjà, en fait, c'est comme si on a tous fait des dissertations, des mémoires, des rapports de stage, et il faut structurer. Donc, en fait, c'est pareil pour Google. Google, il adore quand il y a des titres, des sous-titres. Il comprend bien, en fait, de quoi on parle. Et Google, il perd pas son temps. Il va sur un site, il scrolle principalement les titres. Il faut qu'il capte directement de quoi on parle sur cette page, parce qu'il a des milliers d'autres pages à aller visiter. Donc, quand on crée du contenu optimisé SEO, on fait en sorte que notre structure, ce qu'on appelle la structure HN, donc la structure HN, c'est les titres en fait qu'on va mettre dans notre page pour que Google comprenne assez rapidement de quoi on parle sur cette page. Donc généralement, là encore une fois, je balaye rapidement ces sujets, mais parce que sur le SEO avancé, on va voir tout ça en détail. Mais voilà, la structure HN, c'est un H1, ensuite H2, H3. H2, H3 par exemple, mais jamais H1, H3, H5, H6, H1. Voilà, on fait pas n'importe quoi et on met pas plusieurs H1 parce que H1 c'est vraiment le titre le plus important pour Google sur votre page. Donc ça c'est important. Et aussi dans le contenu optimisé, ce qui est important c'est tout ce qui est maillage entre les différentes pages de votre site internet, parce qu'en fait on crée du contenu quand je vous ai expliqué là, un mot-clé, un batch de 20 contenus, mais pour que Google et que vos lecteurs voient un lien entre ces différentes pages, il faut les mailler entre elles. Donc, généralement aussi, l'erreur parfois qu'on fait, c'est on crée le contenu, on balance le contenu et on oublie en fait de mailler toutes ces pages stratégiques entre elles. Toutes ces pages en fait qui sont en lien les unes avec les autres, c'est-à-dire qu'on peut basculer d'une page à l'autre facilement. Google bascule facilement, mais aussi nos lecteurs. Donc ça, il faut aussi penser à votre ce qu'on appelle le maillage interne. Ça aussi, c'est des points en plus
pour le SEO sur Google. Et pour faire ce maillage-là, vous avez aussi ce qu'on appelle l'optimisation des encres. Donc en fait, les encres, c'est tout simplement les mots qui vont vous permettre de rediriger justement sur vos autres pages internes. Donc avant, en fait, ça marchait très facilement. On faisait voir la page contact, lisez l'article. Bah, aujourd'hui, il est un peu plus poussé que ça, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir quand même aux encres. C'est plutôt euh, sur la santé, j'ai pas d'exemple tout de suite, mais par exemple, je suis sur un article sur le trail et là, on va me dire pour choisissez votre chaussure de trail montagne. Bah là, je vais renvoyer. En fait, je suis sur une page de trail de course et là, il va vraiment m'envoyer sur une page produit spécifique, donc chaussures de trail pour montagne. Et là, j'ai pas fait un lien juste voir la page suivante ou lire l'article sur. En fait, je fais pas le lien sur des expressions génériques. Voilà, il faut faire des liens sur des encres qu'on appelle optimisées, donc avec un champ sémantique autour du sujet que vous êtes en train de traiter. Voilà comment on optimise aussi les contenus optimisés. Donc il y a la structure HN, le maillage interne et l'optimisation des encres. Ensuite, donc ça c'est pour du contenu vraiment du contenu neuf quand on crée du contenu neuf. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de mettre à jour vos contenus existants. Parce qu'en fait, le SEO, ça évolue très, 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 très vite. Et également, nous, on est très, très dépendant des changements d'algorithme de Google. Donc, l'idée, c'est aussi de retourner sur du contenu existant, de les enrichir. Pareil, hein, vous allez sur les moteurs de recherche, vous tapez le mot-clé que vous êtes en train de cibler, vous regardez quelles sont les pages qui se positionnent. Tiens, ma page actuelle qui se positionne, c'est ça. Mon concurrent, c'est ça. Il est en première position. Pourquoi? Bah, je croise les données. Tiens, ah oui, sur sa page, il y a de l'infographie, il y a de la vidéo, il y a un témoignage, il y a des choses en plus. Moi, en fait, j'ai juste des images figées. J'ai pas, je sais pas, par exemple, j'ajoute un petit carrousel de stats. Ou, voilà, faut faire des comparaisons de toute façon généralement avec la concurrence et voir pourquoi en fait ma page est moins bien positionnée. Donc, faut pas hésiter aussi à aller enrichir et mettre à jour vos contenus existants et pas penser que création de nouveaux contenus, parce que l'idée c'est déjà d'avoir des pages hyper solides, vos pages piliers, ce qu'on appelle les pages piliers ou les pages mères, qui sont déjà bien costauds, et puis après d'aller créer du contenu pour justement booster ces pages-là. Et voilà, une donnée importante aussi, puisque dernièrement, il y a eu une mise à jour justement sur l'algorithme de Google. Attention, parce que en fait, rien n'est jamais gagné en SEO. C'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir un site internet super bien référencé à un instant T. Et ben demain, Google fait une mise à jour de son algorithme. Vous pouvez avoir une chute en fait assez importante de votre trafic. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut suivre de façon mensuelle vos statistiques, parce que vous allez vous dire ah super, je suis positionnée sur ce mot-clé, je suis dans le top 3. Bah franchement, non. Vous regardez quelques jours après, quelques semaines après, vous pouvez avoir une grosse chute parce que, comme je vous dis, notre travail, en fait, on est très, très dépendant des mises à jour de l'algorithme de Google et on est également dépendant de ce que la concurrence fait. Donc, il faut pas se dire que les résultats SEO, c'est du acquis pour toujours, quoi. Ça change assez régulièrement. Donc, voilà pour la partie contenu. Donc, il y a voilà, une autre information importante. Je vois qu'il est moins le quart, donc je vais accélérer. Sur la partie contenu, c'est avant d'écrire, en fait, on identifie pour qui j'écris. Ça, c'est hyper important parce qu'on n'écrit pas pour nous, on écrit pour une audience. Donc, on identifie bien l'audience pour laquelle on écrit. Ensuite, on se demande qu'est-ce que notre audience recherche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle attend en fait quand elle tape une requête, à quoi elle s'attend comme réponse. Et donc pour ça, en fait, on a ce qu'on appelle les intentions de recherche. Et en fait, les intentions de recherche, c'est simple. Enfin, moi, j'ai un outil que j'utilise. Euh, c'est l'outil SEMrush. Vous allez voir à la fin, on va vous envoyer de toute façon la présentation après la masterclass. Vous allez avoir le lexique que j'ai utilisé pendant la présentation et tous les outils pour démarrer aussi en SEO. Vous allez avoir ce listing-là qui va vous permettre un peu de tester après la masterclass. Mais voilà, en gros, vous avez l'outil SEMrush. Sur SEMrush, vous rentrez votre site internet et là, vous allez voir sur un mot-clé l'intention de recherche de l'internaute. Donc, il y a 4 catégories, hein. Donc, l'intention commerciale, qu'on appelle aussi transactionnelle, c'est-à-dire que là, l'internaute, il est prêt à acheter un produit.
ou à réserver un hôtel, etc. Il est vraiment dans un process d'achat. Ensuite, alors attendez, j'ai un petit quelqu'un qui C'est moi qui vois. ah oui, oui. Après ça, on a un échange de 15 minutes à la fin. Là, si vous avez des questions, c'est vrai que là, je parle beaucoup, je fais monologue, mais si jamais vous avez envie d'intervenir, qu'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas. C'est vrai que j'avais prévu Non, les. mais c'est très très clair, c'est très très riche et justement, il y aura peut-être des questions après, Ouais, peut-être des ouais, réponses. c'est vrai. Ouais. C'est vrai que Nathalie est intervenue, mais n'hésitez pas à préparer déjà là vos questions si vous voulez pour les 10 minutes qu'on aura à la fin de questions-réponses. Et puis dans tous les cas, vous pouvez me contacter après la masterclass. Et c'est même super si vous pouvez faire ça. Comme ça va me permettre aussi même de d'orienter aussi la masterclass du 27 mai sur le SEO avancé et de voir des points spécifiques que vous souhaiteriez qu'on traite. Mais en tout cas, donc, dans les quatre catégories, vous avez l'intention commerciale transactionnelle, vous avez l'intention informationnelle. Donc, l'intention informationnelle, c'est simple, hein, l'internaute cherche des informations. Et vous avez l'intention navigationnelle. Donc là, généralement, c'est qu'il sait exactement où il veut aller. Donc, généralement, il tape un nom de site, par exemple Decathlon. Vous voyez là dans l'exemple, Decathlon, N, c'est navigationnel. Là, clairement, sur ce mot-clé, il recherche à aller sur un site internet qu'il connaît. Là, par exemple, sur trottinette électrique, vous avez une intention commerciale, mais aussi informationnelle. Donc, il cherche à acheter une trottinette électronique, mais il cherche aussi à prendre des informations sur tous les types de trottinettes électriques, etc. Donc, c'est comme ça qu'on établit en fait, qu'on écrit en fait nos contenus. Et enfin, vous avez cette recherche, cette intention aussi là qui est apparue depuis quand même quelques temps, c'est la recherche locale. Ça, c'est très très important pour en fait les entreprises qui rayonnent en fait qui ont une géolocalisation en local. Ça c'est important de faire du SEO local. Là, par exemple, agence web près de chez moi, je dis n'importe quoi, coiffeur Paris. Enfin voilà, ça c'est de la recherche locale. Poup, voilà, c'est Nathalie qui nous met une petite l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter. Donc, en gros, pour qui j'écris? Quelle est l'intention de recherche de l'internaute? Quel est mon objectif sur cette page? Donc, un mot-clé, une page, une intention, un objectif. Voilà, on s'éparpille pas. C'est comme prioriser les mots-clés. Voilà, il y a des étapes quand même importantes, même si on rêve tous d'être positionnés sur tous les mots-clés. Il vaut mieux travailler par priorité. Voilà pour ça. Donc ça, je vous fais un petit teasing pour la masterclass du 27 mai. Ça, c'est tous les docs que moi, j'utilise en fait pour le pilotage de ma stratégie SEO. Je pars de l'audit sémantique. Donc ça, je vous montrerai un exemple dans la masterclass du 27 mai. Comme ça, on voit bien la stratégie. Ensuite, je priorise mes mots-clés. Donc j'ai un document en fait où je mets tous les mots-clés que j'ai choisis. Ensuite, j'ai mon planning éditorial sur l'année, voilà, avec mes batchs de contenu, etc. Ce mot-clé, ce sujet, je le travaille pour ce mot-clé-là. Mon encre, c'est ça. Ma page cible, c'est ça. Mon maillage, c'est ça. Voilà, j'ai tout ce suivi-là. Et enfin, vous avez aussi un document, un fichier Excel où là, vous avez le suivi du positionnement de vos mots-clés. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire, je démarre ma stratégie SEO. Les mots-clés que j'ai définis sont en position 10, 9, 1, 3, etc. Et tous les mois, je regarde, même si, encore une fois, hein, la stratégie SEO, c'est quand même une stratégie sur du moyen long terme. Moi, je regarde quand même tous les mois et je vois comment évolue le positionnement de mes mots-clés. Voilà. Donc, en gros, la stratégie SEO, en fait, c'est vraiment de la gestion de projet SEO. Si vous êtes un bon chef de projet, parce que vous pouvez lancer une stratégie SEO, mais si vous suivez pas derrière en fait les statistiques et le positionnement de vos mots-clés, quelle page se référence, etc., vous n'allez pas en fait comprendre rapidement vos résultats, où est-ce qu'il y a des failles, où est-ce que on peut optimiser des choses. Enfin voilà. Donc ça, c'est des documents que je pourrais vous présenter à la masterclass du 27 mai. Ensuite, le dernier pilier, et puis on va bientôt finir sur ça, comme ça on a un petit peu de temps pour faire les questions-réponses. Le dernier pilier, c'est le pilier netlinking. Ce que vous allez aussi entendre, donc netlinking, c'est popularité,
confiance, autorité, notoriété, backlink. Enfin voilà, vous allez entendre beaucoup de mots. En fait, c'est la stratégie de netlinking. Enfin moi, j'emploie netlinking, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui emploient le mot popularité ou confiance. Bon, c'est la même chose. En fait, c'est la réputation que vous avez sur Internet. Donc, pourquoi c'est important? En fait, ce que ça veut dire, c'est que vous avez une recommandation d'un autre site internet. Vous avez un lien, en fait, d'un autre site internet qui va pointer vers votre site internet. Donc, ça fait, aux yeux de Google, en fait, il se dit, tiens, il a pas mal de sites qui parlent de lui. Ça doit être parce que il est réputé dans son domaine, il est intéressant. Donc, je vais pousser, en fait, son site vers les requêtes des internautes. Donc pour ça, il y a plusieurs stratégies. Déjà, vous avez votre réseau de sites partenaires. Voilà, ça, il faut déjà avoir dans votre cercle 1, on va dire, votre cercle proche de réseau. Donc, vous pouvez déjà faire cette première démarche, c'est-à-dire, OK, moi, je connais pas mal de sites, j'ai un réseau de partenaires et leur site internet est plutôt bien identifié, le trafic est bon, c'est des sites de confiance, ils sont en affinité avec mon secteur d'activité. Je vais aller leur demander si c'est possible qu'on fasse des échanges de contenu. Moi, je préfère parler d'échange de contenu que d'échange de liens. C'est-à-dire, on fait pas un lien, tiens, tu me fais un lien, hop, ça me renvoie, ok, super, génial. Ça comptabilise, mais c'est des petits points sur Google. Là où ça va être riche, c'est, ok, tu as un super site en affinité avec la santé. Moi, je suis une agence web spécialisée sur la santé. Est-ce que ça t'intéresse? Voilà, j'écris du contenu sur un sujet qui peut intéresser potentiellement nos deux audiences et tu intègres mon contenu sur ton site en me faisant un lien qui redirige vers mon site internet. Et vice-versa, nous on fait la même chose. Donc là, c'est voilà auprès de votre cercle 1, votre réseau d'éditeurs, enfin de sites partenaires, vous leur demandez si c'est possible de faire ça. Ça, c'est une première étape. Donc déjà, ça va vous faire gagner en fait des liens du contenu qualitatif, enfin de la popularité, on va dire, auprès de Google sur d'autres sites gratuitement. Et ensuite, il y a la deuxième stratégie qui est ben, aller acheter en fait. Alors, avant de parler de ça, il y a aussi les annuaires. Ça, je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. C'est que vous pouvez vous mettre sur des sites qu'on appelle des portails. Il y a la FEAP, il y a la FHF, il y a Voilà. effectivement pas mal de Voilà, sites il y a pas mal de différents. sites où vous pouvez tout simplement leur faire un petit mail ou même directement sur l'interface, vous balancez votre URL du site internet et puis voilà, ils attendent un peu puis après ils le référencent sur leur site. Donc ça, c'est tous les portails annuaires. Et enfin, ce qui est intéressant aussi, ça aussi je trouve ça assez intéressant, mais ça nécessite beaucoup de temps. Vous allez voir, en fait, dans le SEO, on a le technique, le contenu, le netlinking, et parfois c'est vraiment trois métiers différents. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment un responsable SEO technique, un responsable SEO sur la sémantique, un responsable SEO qui va faire que du netlinking. Et généralement, ben, dans les entreprises, on essaie d'avoir une personne qui fait tout. Donc, enfin, on fait quand même avec les ressources financières et les ressources budget qu'on a, mais c'est vrai que ce sont des métiers très très spécifiques. Donc pour la partie netlinking, là je vous ai mis en fait quelques exemples d'interfaces où vous pouvez, c'est des plateformes en fait où on achète les liens. Donc il y a GetInfluence, Rocket.link, enfin il y a vraiment pas mal. Vous allez voir, c'est un gros gros marché le netlinking. Là je vous ai mis des principaux, mais vous allez en avoir beaucoup beaucoup. Et ce qui est intéressant en fait sur le netlinking, en fait, vous allez sur la plateforme et là, par exemple, j'ai mis médical, j'aurais pu mettre santé. Enfin, vous cherchez les sites sur lesquels vous voulez être diffusé. Et là, il va vous sortir en fait un listing de sites potentiellement sur lesquels vous pouvez aller leur demander si c'est possible de vous faire un lien, un contenu. Mais ce qu'il faut regarder, donc vous avez le trafic mensuel. Donc ça, évidemment, si vous achetez un lien sur un site qui fait, je dis n'importe quoi, 50 ou 100 visites par mois, bah forcément, il sera moins cher qu'un site qui fait 1000 ou 10 000 visites par mois. Donc le trafic, ça va compter aussi dans votre choix. Le DA, c'est domaine autorité. Donc, l'autorité que ce site a déjà actuellement sur Google. Donc, c'est une note de 0 à 100. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le TF. Donc ça, c'est le Trust Flow. Donc c'est la qualité du lien, en fait, la qualité des liens qui parlent de ce site internet. Vous avez ensuite le CF, ce qu'on appelle Citation Flow. Ça, c'est le nombre de liens
que vous avez sur Internet qui parlent de vous. Donc, la différence en fait avec le TF et le CF, TF, c'est Trust Flow, c'est la qualité du lien, et CF, c'est la citation flow, donc c'est le nombre de liens, donc c'est la quantité de liens. C'est-à-dire qu'un site, par exemple, peut vous mettre plusieurs liens. Donc le TF, c'est un site unique, et le CF, bah, par exemple, c'est ce même site qui vous fait 10 liens. Donc en fait, il faut faire attention parce que généralement, quand vous avez beaucoup trop de CF, bah, ça peut être très mauvais. Ça veut dire qu'en fait, vous avez qu'un site qui vous mentionne, mais il a fait 10 liens dans son site internet. Donc, attention aux pénalités avec Google en jouant sur ça. C'est-à-dire que vous avez un site partenaire et vous vous dites, tiens, tu peux me faire 10 liens. Bah, ça va pas forcément vous faire gagner plus de points. Il vaut mieux faire un lien de qualité. Donc, en TF, vous êtes bon, et faire un bon contenu ou deux liens qui va renvoyer sur votre site internet, mais de qualité. En fait, tout ça, c'est lié à quand on faisait du SEO il y a quelques années en arrière, il y avait plein de techniques pour tricher sur ce genre de choses, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Alors Euh, moi j'ai une tu... question, Sarah. Tu as parlé tout à l'heure de suivre les algorithmes dans Google, puisqu'il y a pas Oui, mal de changements. oui. Est-ce que tu aurais quelques conseils ou comment on fait en fait pour essayer d'anticiper sur ces changements? Alors ça c'est vraiment, je crois que tous les responsables SEO auraient envie, rêvent de ça, de pouvoir anticiper les mises à jour de l'algorithme de Google. Honnêtement, quand ça tombe, généralement comment on le voit, c'est qu'on a une grosse chute de trafic sur un de nos sites qu'on gère. C'est comme ça. Après, il faut faire de la veille. Donc il y a le site Abondance qui est pas mal, qui souvent lui il annonce directement. De toute façon, c'est simple, vous vérifiez comme généralement le responsable SEO il est souvent sur ces outils. Donc, il regarde à peu près tous les jours, voilà, comment sont positionnées ces pages, etc. Donc là, il va avoir une grosse chute. Bah, s'il y a une grosse chute qui n'est pas expliquée, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu un problème technique sur le site ou s'il n'y a pas eu une manipulation, voilà, si on détecte pas le problème en interne, forcément, il y a eu une mise à jour de l'algorithme de Google. S'il y a une grosse chute, en tout cas, ça s'identifie souvent par rapport à une perte de mots-clés sur le site ou des chutes de trafic inexpliquées. Donc là, tout de suite, on va voir sur les sites et puis là, vous allez voir effectivement, tiens, mise à jour de Google, etc. Donc, il faut faire de la veille. En fait, vous inscrire sur des sites qui mentionnent souvent les mises à jour de Google. Et sinon, bah, c'est en suivant en fait vos sites que vous allez voir rapidement s'il y a des soucis et des mises à jour sur Google. Dis-moi une autre question pratique que je pense que tout le monde a. À partir du moment où je commence à mettre en place une stratégie de SEO, combien de temps il faut que je compte à peu près pour que ce soit, pour que j'en tire un peu des bénéfices? Ouais, ça aussi c'est une question qu'on a souvent. Moi, je dis souvent que la stratégie SEO c'est vraiment du moyen terme, long terme. C'est quand même souvent, bah, vous allez voir hein, si vous passez par une agence web ou un consultant, peu importe. Généralement, on vous propose en fait des accompagnements sur 4 mois minimum parce qu'il faut au moins ça pour pouvoir mettre, vous avez vu tout ce qu'il y a à mettre en place juste avant, l'audit sémantique, l'audit technique, etc. Donc il faut au moins ça pour mettre en place, déjà comprendre un peu, prendre le contexte du client, ensuite mettre en place les actions et pour avoir de premiers retombées, il faut attendre quelques mois, mais c'est plutôt de l'ordre de 6 mois, un an. En revanche, si vous êtes sur bah, un marché de niche ou si vous êtes en local, très rapidement, en fait, vous pouvez avoir des résultats. Encore une fois, ça dépend de la production, de la quantité de contenu qu'on Alors, va produire. ça voudrait dire, par exemple, que si j'ai une maternité que je veux valoriser, qui elle, pour le coup, a quand même un ancrage plutôt local, je vais pouvoir atteindre des objectifs peut-être un peu plus vite que si je vise un bon référencement de toutes les spécialités de mon hôpital. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, tu as tout résumé. Donc, si effectivement, si vous êtes une maternité et que vous voulez vous référencer en local, c'est tout à fait possible en mettant en place les bonnes pratiques, le bon contenu, etc., les bonnes pages. Mais par contre, effectivement, si c'est un hôpital et qu'il y a plusieurs offres de soins, ça va être compliqué, en tout cas, de se référencer sur toutes les offres de soins. Mais si on priorise par page, Ouais, par activité, donc voilà. c'est vraiment un travail de longue haleine. Ouais, c'est Et ça, si je plutôt dois quand même. résumer, c'est beaucoup de régularité C'est et ça. quelque part une certaine discipline. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je mets en toute fin de slide, mais c'est vraiment ça. C'est travailler les 3 piliers de façon régulière. Ouais, c'est de la régularité et de mettre en place vraiment les bonnes pratiques au départ et du suivi de la discipline. Oui, Voilà. ok.
Écoute, merci beaucoup déjà, Sarah, pour cette première masterclass qui était à la fois très très riche et pour le coup très très intéressante. Je rappelle juste qu'il y a un deuxième volet en fait pour Oui. tous ceux qui ont envie de creuser un petit peu plus, donc le 27 mai à 11 heures dans le même format, avec une inscription au préalable. Et j'espère pour cette première que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Bonne journée à Merci tous. Sarah, merci à tous.